Réseaux sociaux buzz, Bakpato, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel, écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Le monde ici est rempli de beaucoup de microbes. Cette histoire rime avec l'histoire de Margaret Nduta. Par contre, ça s'est passé au Liban. La dame, elle est camerounaise. Excusez-moi parce que c'est pas moi qui ai précisé par un papa Bassa. Je ne sais pas s'il y a des conflits entre les Bamileke et les Bassa, en tout cas je ne sais pas. Mais la personne qui avait publié la vidéo a tenu bon de préciser par un papa Bassa. Ce qui m'a étonné, comment tu peux vendre un enfant qui ne t'appartient pas? Cela prouve combien le cœur de l'homme est tortueux. Personne ne connaît. Ne croyez pas à ce qui semble être trop facile. Le travail, cette histoire de travail à l'étranger, ça marche seulement aux USA et au Canada. Mais il n'y aura personne qui vous dira que non, je prendrai vos dépenses en charge. Non. Quand tu trouves un travail au Canada, d'abord, c'est toi-même qui cherches le travail. C'est toi-même qui fais les dépenses. Et c'est toi-même qui paye ton billet. C'est comme ça que ça se passe. Dans d'autres pays, ne croyez pas à cette illusion-là. Dubaï, au Liban, où que ce soit. Ne croyez pas à ça. Je ne vais pas beaucoup parler et je ne vais pas commenter sur l'histoire. Parce que la dame a suffisamment commenté sur sa propre histoire. Comment elle a fait pour rentrer? C'était comment pour être vendue? Comment elle a su qu'on l'avait vendue? Toute cette histoire-là, elle va elle-même expliquer ça. Alors, appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Buzz. Tu veux travailler avec moi en collaboration pour une promotion, publicité, je suis disponible. Tu as une chaîne YouTube, tu veux monétiser ou tu as un problème avec ta chaîne YouTube, Community Strike, Copyright Strike, n'hésite pas à me contacter, on verra dans quelle mesure on pourra vous aider. Le monde ici, le dehors, est extrêmement risqué. Pourquoi je vous apporte toutes ces vidéos? Pour vous montrer, pour vous réveiller. Ne croyez pas aux roses. Oh, c'est le monde de Disney. Ça existe dans des films. Ça arrive dans le monde réel, mais c'est très rare. Soyez prudents comme le serpent et humbles comme la colombe. Le monde ici ne fait pas cadeau. On ne vient pas vous donner votre bonheur sur un plateau. Non. Suivez la vidéo, moi également je suis avec vous. Suivez. J'étais toute jeune. J'avais à peine 20 ans. Avec l'ambition de réussir. Avec envie de changer les choses. De prendre la décision. Et je reviens même à ta question. J'avais envie, parce qu'à ce moment, ma maman avait des problèmes financiers et je voulais être celle-là qui vient apporter des solutions. S'il n'y a pas l'eau, j'apporte l'eau. À ce moment-là, c'est ce que je voulais. Et je voyais ma mère peiner pour aller vendre, venir nous nourrir. Moi, je voulais changer les choses. Alors, je voulais voyager. S'il y avait un moyen de voyager, je devais voyager. Je voulais travailler. Alors je tombe sur cet homme qui me dit que il m'aime. Et je dis ok, si tu m'aimes, moi c'est le travail qui me convainc qu'un homme m'aime. Donne-moi le travail. Il me dit d'accord, toute naïve. Il m'appelle un jour, il dit viens. Je viens, il me donne un passeport. Avant ça, il m'avait demandé mon acte de naissance, la photocopie de ma carte et tout ça. Je viens, il me présente un passeport. Il me dit, tu vas aller au Liban. J'ai dit, ok. Le Liban, là, moi, je ne connais même pas le Liban. J'entends souvent parler de la France, du Canada, des États-Unis, de l'Angleterre. Mais le Liban, c'était un pays vraiment, à l'époque, on n'en parlait pas beaucoup. Du moins, j'étais pas informée. Bon, on paye en dollars. Moi, ça m'a motivée. Il me dit que tu vas aller faire le ménage là-bas. J'ai dit, ok. Je ne voyais pas le ménage. Moi, je voyais les opportunités après le ménage. Donc, je savais que après le ménage, je sors, je regarde un peu partout parce que moi, je suis une femme
très battant, très dynamique. Donc moi, c'est après le ménage que je regardais. Je ne regardais pas le ménage. J'ai dit, ok. Je pars, je demande alors à mon entourage, est-ce que tu connais le Liban? On me dit non. Est-ce que tu connais le Liban? On me dit non. J'ai dit le genre de pays ici où personne ne connaît là. Mais comme je suis courageuse, je m'entête. Malheureusement, je n'ai pas dit la vérité à ma famille. J'ai dit que j'allais au Canada. Ma mère, elle était toute contente. J'ai dit, ok. Mon grand frère, par contre, était très sceptique parce que lui, il était informé. Il a dit, là-bas, c'est pas un bon pays. Pas pour toi, la jeune fille. Comme j'avais le soutien de ma mère, tout ce qu'il disait là ne comptait pas. C'est comme ça que je fais mes bagages et je suis en route. Arrivé à Douala, parce que c'est à Douala que je devais prendre le vol, ma mère m'a demandé une autre fois, parce que j'étais déjà au pied du mur, il fallait que je lui dise là où j'allais. Je lui ai dit que j'allais au Liban et elle m'a demandé, tu es sûre? Parce que son ami chez qui on a dormi lui a dit, le Liban n'est pas conseillé, faut pas que ta fille aille là-bas, empêche ta fille. Ma mère m'a dit, si je t'empêche d'aller aujourd'hui, demain, tu ne réussis pas, tu diras que c'est de ma faute. Donc moi, je te laisse, mais je te donne ma bénédiction. Et à l'aéroport, elle m'a demandé, tu es sûre? J'ai dit oui, maman. Après, on s'est dit au revoir. Je suis entrée dans l'avion. Dans l'avion, je rencontre encore un monsieur qui me demande que ma fille, tu pars faire quoi au Liban? Ils me donnaient les conseils par rapport à la vie au Liban. Mais moi, je partais parce que je suis aussi une bonne aventurière. Je partais parce que je partais chercher la vie. Je partais chercher la solution. Je partais réaliser mes rêves. Oui. Donc, ce qu'ils m'ont dit, j'ai pris le numéro du monsieur au cas où. Il m'a dit, si jamais ça va mal, parce que je sais que ça ira mal, tu m'appelles, je suis à Dubaï. J'ai dit d'accord, j'ai pris son numéro. Arrivé déjà l'accueil. Ma patronne est venue me récupérer à l'aéroport. J'ai voulu l'embrasser. Elle a été tellement froide. Et là, ça m'a remis en question. Qu'est-ce que je suis au bon endroit? Parce que moi, je suis personne de chaleureuse, accueillante. Et puis, dans notre pays, ici, voilà. Donc, j'ai pas compris pourquoi je vais venir vivre 3 ans chez toi et puis tu parviens pas même à m'embrasser. Donc, ça a commencé à me déranger. Arrivé chez elle, comme j'ai fait les rastas, j'ai pris mon temps pour être belle, pour voyager. Elle me dit, tu vas enlever les rastas là sur la tête. J'ai fait les rastas là, petit comme ça. Ouais. Et elle m'a dit, faut enlever. Donc, de 21h que je suis arrivée, jusqu'à 3h, j'étais en train de détacher ma tête. Elle m'a fait dormir dans un placard. Là où elle gardait ses assiettes, ses marmites. Les trucs qu'on ne touche pas tous les jours là. C'est là où, oui, direct, c'est là où j'ai dormi. Et il y a une petite toilette, à peine tu peux te tourner dedans. Donc je dormais là. Elle a mis un petit matelas là, je me pliais là pour dormir. Ok, là je réalise que je suis plus à côté de maman, je peux pas me plaindre. Et elle m'a quand même donné l'occasion de parler à ma mère. Et je pouvais pas dire à ma mère que ça ne va plus. Parce que là, direct, j'ai senti que c'est une éternité que je vais passer là. C'est l'enfer. Oui, parce que j'étais sûre au début. Elle m'a demandé, tu es sûre? J'ai dit oui. Et donc, je voulais voir avant de dire que vraiment ça ne va plus. Je me réveille le matin. C'est elle qui me réveille. 6h, alors que j'ai dormi à 3h. Elle dit que tu dois déjà apprêter monsieur. Bref, pour la première maison, je me sentais pas à l'aise et ça se voyait déjà ma façon de lui parler, de lui répondre, de la regarder. Je mangeais en dernière position. Donc, ils finissent de manger avant que je mange et je faisais tout dans la maison. Je dormais après eux. Bref, c'était pas comme ça que j'avais imaginé le ménage. Et je lui ai dit que moi, je veux rentrer dans mon pays. Je veux continuer l'école. Parce que là, ça ne va pas. Elle me dit, mais Louisa, je t'ai acheté très cher. Tu dois seulement me rembourser. Comment ça acheter très cher? C'est ça la question.
comment ça m'acheter très cher? Elle me dit, mais oui, à l'époque, $2000, $2500, c'est cher. Et puis, je regarde dans ma famille, qui peut me donner cette somme-là? C'est plus d'1 million. Non, mais attends. Comment ça a été acheté? C'est ça que je suis en train de demander moi-même. Je me suis posé la question que, comment est-ce que tu m'as acheté? Elle me dit, mais je t'ai acheté très cher, Louisa. C'est là où je vois maintenant que le monsieur de Yaoundé m'a vendu. C'était d'abord le monsieur de Yaoundé, c'était un Camerounais ou c'était... Un Camerounais Bassa, un papa Bassa, il m'a vendu sans me dire. Il m'a fait signer les contrats ici. Oui, j'ai même posé les questions par rapport à mon contrat. Il m'a répondu, tout était OK. Et puis je pars là-bas, elle me dit, je lui dis que je vais déjà rentrer. Elle me sort mon contrat. Elle me dit, c'est ça, c'est toi qui as signé. J'ai dit oui. Elle me dit, mais je t'ai acheté très cher. Tu peux pas partir. Très gentil, très calmement. Je me calme. D'ailleurs, mon passeport n'était pas avec moi. On a récupéré direct à l'aéroport. Ah oui, bien sûr. Je vois maintenant que le monsieur de Yaoundé m'a vendu. C'était d'abord le monsieur de Yaoundé, c'était un Camerounais ou c'était... Un Camerounais Bassa, un papa Bassa, il m'a vendu sans me dire. Il m'a fait signer les contrats ici. Oui, j'ai même posé les questions par rapport à mon contrat. Il m'a répondu, tout était OK. Et puis je pars là-bas, elle me dit, je lui dis que je vais déjà rentrer. Elle me sort mon contrat. Elle me dit, c'est ça, c'est toi qui as signé. J'ai dit oui. Elle me dit, mais je t'ai acheté très cher. Tu peux pas partir. Très gentil, très calmement. On causait sur Facebook. À la base. Je l'ai rencontré sur Facebook. Et puis il vient sur Yaoundé. Et il dit qu'il veut me voir. Je dis OK, moi je n'avais rien à faire à la maison. J'ai dit allons-y. Je pars, je vois le monsieur, je vois qu'il est même plus vieux que ce que j'ai vu sur la photo, sur Facebook. Donc là, je suis plus avec lui. Mais poliment, comme il me dit qu'il m'aime et j'avais compris que ce sont les flatteries, j'ai dit que non, moi c'est le travail qui va me convaincre que tu m'aimes. Maintenant que c'est le travail à distance, je lui ai dit que papa, ton amour là, ça attend quand je rentre au Cameroun. Parce que là, je suis plus trop convaincue, parce que je pars, je sais pas si tu vas rester, comment. Bref, j'ai fait un petit discours de femme, de chantage là, pour passer. Et il m'a dit que quand tu pars alors, tes 2 mois de salaire, tu m'envoies. Comme tu as refusé de m'épouser là. J'ai dit OK, pas de problème. Moi, il dit qu'on va parler sans complaisance, mais sans condescendance. Donc, tu n'es pas prête à te mettre avec un homme. Oui. Tu es prête à accepter les opportunités, entre guillemets, qui t'offrent. C'est ça le problème. Ce n'est pas malhonnête. Peut-être je vais utiliser le terme là. Je vais accepter que c'est... Et c'était là, j'étais malhonnête et j'étais naïf. À côté de ça, est-ce que quelque part, ce n'est pas l'arroseur arrosé? Parce que tu avais miroité un peu un truc comme quoi, que j'ai fait ton travail, donc peut-être c'est ça qui va permettre qu'on soit ensemble. Et maintenant, je te rends compte qu'en fait, c'est lui qui t'a doublé. Est-ce que c'est pas l'arroseur arrosé? Est-ce que même si je sortais avec lui, je serais pas... Non, je comprends très bien. Quand vous me posez la question, est-ce que c'est pas l'arroseur arrosé, même si j'acceptais de sortir avec lui finalement, parce qu'il m'a donné le travail, j'avais le visa, tout, mais je devais arriver, toujours constater que c'est pas bon. Peut-être que si tu avais été plus honnête, en te disant, bon, je vais pas mettre avec lui, donc il n'y a pas de raison que j'accepte les promotions qu'il me fait par rapport aux promotions de boulot, peut-être que tu n'aurais pas eu ce problème aussi. Mais non, moi j'étais à la recherche du travail, mais pas à tous les prix. Justement, tu as vendu l'amour pour le travail. En fait, tu voulais pas forcément te mettre avec lui. C'est un peu comme une femme, ça se voit très souvent, qui a dit, lui, je ne peux pas me mettre avec lui, mais s'il m'offre une voiture, je prends. Après, j'avais 20 ans. J'étais très naïve. Et à 20 ans, tu es capable de manipuler l'homme. Mais oui. On peut parler de naïveté à ce niveau. Oui, on peut parler parce que la sagesse n'était pas à son paroxysme à cet âge-là quand même. J'étais encore en pleine puberté. Moi, je venais même de connaître l'homme. Donc, je croyais que je connaissais tout. À cet âge-là, j'ai le droit à l'erreur. C'est 20 ans. Vous voyez, je savais d'office que je ne devais pas l'épouser. Donc, moi, je me suis permis de lui dire, c'est le travail d'abord. Et le reste viendra.
Et puis il m'a dit, ok, comme tu ne veux pas m'épouser, je lui ai dit clairement, je vais pas le faire. Comme tu veux pas m'épouser, ok, il n'y a pas de problème. Va donc, mais tu m'envoies 2 mois de tes 2 premiers mois. Genre, je rembourse ce qu'il a dépensé. Et j'ai dit d'accord. Vous avez dit qu'à aucun moment, tu t'es douté qu'il pouvait avoir une histoire de vente. Tu t'es même pas renseigné sur la vie au Liban, rien du tout. Je me suis renseignée et vraiment personne ne savait. La seule personne qui m'a dit la vérité, c'est mon grand frère. Et j'ai pas écouté parce que moi, je voulais aller là où on me paye en dollars. Là où on me paye bien et que je sais que c'est facile. Je t'ai dit que j'étais au-delà du ménage. Moi, je voyais autre chose. Je savais que je devais aller saisir d'autres opportunités. Après le ménage, je vais faire autre chose. Peut-être je vais sortir de la maison, je vais aller trouver ailleurs, voilà ce que moi je voyais. Donc, je voyais pas le là. Moi, je voyais comment je vais exactement. Donc, je lui ai dit que je vais pas sortir avec toi. Parce que je ne suis pas sûre. Alors, il m'a dit, pas de problème. Quand tu pars, j'ai déjà payé, il n'y a pas de problème. Quand tu pars, tu me rembourses. Donc, que j'accepte ou que je n'acceptais pas, le mec m'avait déjà vendu. C'est parce que tu voulais le travail. Parce que je voulais le travail. Oui, bon, au suivant. Ok, on t'explique quand t'as vendu. Voilà, ok, la suite. Ok. Elle me dit, je t'ai acheté très cher et tu dois me rembourser. Moi, je n'ai pas. Elle me dit, ok, pas de problème. Elle était très gentille quand même. Elle me dit, pas de problème. Tu vas rentrer au bureau. Le bureau là, c'est comme la cellule. Il y a le bureau et puis là où nous on dort, c'est comme la cellule. Donc on allait au bureau, le patron, les Arabes, ils ont une façon agressive de parler. Si tu ne les connais pas, tu vas pas... Oui. Donc, il m'a parlé, je l'ai regardé comme ça. En tant que bonne Camerounaise, je lui ai dit, mon frère, calme-toi. Pourquoi tu me grondes? Je suis dans une maison, je ne dors pas. On a dit que mon travail finissait à 20h. C'est à 23h que les invités arrivent. Il faut que je fasse le café. Je ne dors pas. Et 5h, je dois déjà être debout. Moi, je veux plus ça. C'est parce que c'est parce que j'ai signé. Il me dit, on t'a acheté très cher. Il m'a grondé. J'ai dit, ne me grondez pas. Je ne rentre plus dans la maison là. Il me dit, ok, taille, pas de problème. Va rester il a dit, dans la salle. Il m'a dit, va rester dans la salle. Le chauffeur me prend, il m'amène dans la salle. Je vois d'autres Camerounaises là-bas. Les mamans de 40 ans. Les jeunes femmes de 35 ans. Bref, j'ai vu d'autres Camerounais, j'ai vu d'autres filles noires, les Éthiopiennes. La majorité même sont les Éthiopiennes. Et j'ai essayé de poser les questions, de savoir comment ça se passe. Et l'idée de fuir, tout de suite, m'est venue. Mais la maman de 43 ans là, une maman Amina, elle m'a beaucoup conseillé. Elle m'a dit, ma fille, tu peux pas fuir ici. Calme-toi. Quand on t'amène dans une autre maison, tu travailles tes 3 ans et tu rentres. Et au Liban, si vous avez signé un contrat de 2 ans ou de 3 ans, vous partez faire 6 mois dans une maison. Quand vous ressortez là, vous allez recommencer. Ah, donc on reprend à zéro. Vous reprenez le contrat à zéro. Donc vous pouvez facilement passer votre vie là-bas si vous n'êtes pas à l'aise, si vous ne suivez pas les règles. Si tu permets, avant qu'on aille plus loin, toutes ces femmes qui étaient là-bas, aucune ne savait ce qui les attendait. Aucune ne peut dire ce qui t'attend. Elles avaient aussi été vendues. Toutes, on était toutes les vendues. La phrase est un peu bizarre quand même. Mais oui, on était toutes vendues. Chacune savait laquelle valait 2500 ou 3000 $. Et le gouvernement était au courant de tout ça. Ah là, à cette époque, moi je ne sais pas. Et là aujourd'hui, qu'est-ce que tu en sais par rapport à est-ce que le gouvernement au courant? Le gouvernement est très au courant. Maintenant, quand je rentre en arrière, c'est au courant parce qu'ils sont au courant. Pourquoi? Parce que c'est un truc normal chez eux. Ah, ok, d'accord. Une petite fille de 20 ans peut être ta patronne, toi qui as 43 ans. Et puis c'est elle, pour elle, c'est normal qu'elle achète une fille. Oui, c'est très normal chez eux. Donc ils achètent les filles, on achète que les noirs ou alors on peut acheter même le blanc. On achète les Philippines, les femmes de la Philippine. Bon, bref, on peut acheter n'importe qui. Oui. Ok, d'accord. La chose a voulu que moi, je trouve que... Mais c'est le plus, exactement. Okay, d'accord, je comprends.
c'est pas un truc en propre aux Africains. Et donc, ces femmes-là, elles avaient été vendues. Donc, tu disais que la dame expliquait que vous ne pouvez pas. Je ne peux pas fuir, que je me calme. D'ailleurs, mon passeport n'était pas avec moi. On a récupéré direct à l'aéroport. Ah oui, bien sûr, ce qui a eu vendu. Voilà. Donc, je comprends. Mais l'idée de partir reste dans mon esprit. Je disais que c'est pas ça, c'est pas comme ça que je vais arriver, puisque quand elle sort, elle t'enferme. Tu n'as pas moyen de sortir. Tu n'as pas moyen de faire autre chose. Tu es venu pour faire le ménage, ce n'est que ça que tu fais. Du coup, même lire, tu peux pas lire. Donc moi, ça m'emprisonnait, je me sentais en prison, je pouvais pas continuer comme ça. Donc l'idée de fuir n'est pas quittée de ma tête. Ce que je faisais, c'est que quand on ouvrait la cellule, ah, ça s'appelle une cellule? C'est la cellule. Et vous faites quoi dans la cellule? Vous êtes assis, qu'est-ce qui se passe? On est couché, on attend que une autre famille t'achète ou te prenne, te choisisse. Ah oui? Oui. On vous donne à manger quand même? Non, tu n'as pas travaillé, tu n'as pas droit à la nourriture. Mais si tu restes dans la cellule pendant 2 semaines? Tu restes pendant 2 semaines, tu fais tout pour qu'on te prenne. Et comment tu fais? Quelle est la démarche à suivre pour qu'on te prenne? Il n'y a pas de démarche. Tu supplies, quand le gardien vient ouvrir, tu supplies que parle au Boscom, me trouve la maison, je veux sortir. Wow. C'est tout, c'est comme ça. Il n'y a pas de démarche. Ils savent ce qu'ils font. Et il arrive qu'il y ait des gens qui passent 2 semaines là? Oui, les mois. Sans manger? Mais oui, si tu n'as pas... Pardon? Et ils meurent pas? Quand tu meurs, on t'oublie. Quand tu meurs, on t'oublie, on te rapatrie quand tu es malade. Tu ne sais pas quand tu es malade. Donc on te laisse là, sans manger? On te laisse là, oui. C'est comme une façon de dire, si tu veux manger, travaille. Wow, ok, d'accord. Là, quand j'arrivais la première fois en cellule, j'ai vu une Camerounaise, elle était malade. On lui a demandé on l'a laissée en cellule le temps qu'on fasse ses papiers pour qu'elle parte. Ok, d'accord. Ok, donc tu te retrouves en cellule, tu s'en mets combien de temps? Tu mets combien de temps en cellule? Moi j'ai fait 1 semaine. 1 semaine sans manger? Oui. 1 semaine. Mais il y avait une maman arabe là, qui nous aimait beaucoup. Elle faisait souvent en cachette. Elle vient, elle ouvre. On part avec elle au marché. Et moi, je profitais alors pour observer, pour maîtriser la ville, pour savoir comment est-ce que je passe, comment est-ce que je fais. Donc, je voulais même rester le plus longtemps possible dans la cellule. Pour que un jour, étant au marché, je disparais. Ça, c'était mes plans. Mais la maman là était très gentille. Et elle nous disait toujours que ne me mettez pas dans les problèmes, s'il vous plaît. Quand je sors avec vous, rentrez avec moi. Et je crois que j'ai écouté son conseil. Je suis restée. Après, on est venu me prendre. Je suis allée dans une autre maison. Dans la maison là, c'était le genre de maison que je voulais, dans laquelle je voulais travailler. C'était le luxe, c'était vraiment la grandeur, c'était la maison des grands du pays. Et je me retrouvais là, c'était mon monde là. Il y avait les gars du corps, il y avait d'autres filles qui travaillaient avec moi. Et c'était la vie des stars en fait, dont j'aimais. Et c'est là où j'ai compris que mon pays a beaucoup de richesses. Parce que Samuel Eto'o, son nom seulement, et Roger Mila. Oui. Leur nom m'a sauvé. Comment ça? Quand j'arrive dans la maison, je vois un grand salon. Je commence d'abord à me poser la question que je vais faire comment pour nettoyer la maison si toute seule. Après, j'entends la cloche sonner. C'est comme ça qu'elle appelait ses serveuses. On était 24. Ah oui, quand même, donc c'était une grande maison. Non, c'était une grande maison. Oui, c'était pas rien. Et moi, je marche doucement, kounya, pour aller répondre. Je vois tout le monde est en train de courir. Les Éthiopiennes là, elles sont trop bénies, oui. Puis je marche, j'arrive, elle me présente et elle dit que elles vont me montrer la pièce. Elles vont me montrer la maison, comment est-ce qu'on va travailler, ma chambre, tout ça. J'ai dit, ok, madame. Très belle femme. Avec le charisme. J'ai adoré. C'est dans cette maison que mon envie de réussir encore plus grandit. Et je me définissais à partir de cette maison. Et puis, 2 jours plus tard, son mari est arrivé. Il avait fait la chirurgie des yeux à l'époque. Et moi, par chance, ma mère est pharmacienne. Maintenant, elle est retraitée. Mais à l'époque, on avait les bases. Il fallait pas ne pas connaître avec la maman.
Donc, on avait les petites bases là. Donc, quand il arrive, il appelle et c'est moi qui suis disponible. Je pars, je le vois. Il me dit, what is your name? I say, Louisa. Il dit, okay, which country? J'ai dit, Cameroon. Cameroon! You know Samuel Eto'o? I say, yes, he's my cousin in the village. Les points, oh, ça m'a donné les points jusqu'à. Il dit, okay, that is good. I said, Roger Mila is my neighbor in the village. He said, village, what's village? I said, la campagne. Il dit, okay, that's good, bravo. Okay, so you're going to give me my drugs. What did you study in school? Je lui mes médicaments, oui. Et puis, il me donne l'occasion de dérouler mon CV. J'ai l'occasion de me présenter, de lui dire que je suis en faculté de médecine. Je lui dis que j'ai fait l'anglais et le français. Il est impressionné. Il me dit, mais, tu t'as faculté de médecine? Oui. Et donc tu as laissé la médecine pour aller au Liban? Bon, c'était pas, j'étais à l'époque, j'étais à Guayaquil. Je faisais biochimie. Oui. Mais lui, je lui ai dit que j'ai quitté la faculté de médecine. Okay, parce que j'ai vu qu'il avait fait la chirurgie. Il fallait que je me vende pour quitter, pour me distinguer de la maison. Je lui dis, il me dit, but Samuel Eto'o, how is he? How do you do? I said, no, but he's a very quiet man, very calm man. I can show you his picture. He said, no, I know him. I know him personally. I said, that's good. Et ça fait que maintenant, c'est moi qui étais là quand il s'habillait parce qu'il avait mal au dos aussi. Ce n'est plus, je faisais plus le ménage. Quand les invités, les stars là venaient, c'est moi qu'on appelait parce que moi j'étais bilingue. Donc, ça m'a donné un avantage fou. Quand il est au travail, c'est avec moi qu'il veut aller. Parce qu'il me présentait, this is Samuel Eto'o's cousin. Et puis, ça me mettait à l'aise. Moi, je croyais que, bon, ça va. Que voilà, les opportunités commencent. Oui, je saluais les grandes personnes, franchement. Quand ils organisaient des soirées, c'est moi qui avais le droit d'entrer dans la salle pour servir. Et ça, je voulais ça. C'est ça que je voulais depuis le début. Mais ça m'a plutôt attiré les amis parce que j'étais avec des filles qui n'ont pas fait l'école, qui ne connaissaient même pas allumer la télé, qui ne connaissaient même pas allumer le micro-ondes. Quand tu parles de filles, tu vois les servantes? Les servantes, qui ne connaissaient pas faire tout ça. Et je sais pas l'impression qu'elles ont eue que moi je sache allumer la télé, que je sache manipuler un appareil, que je sais pas, vous voyez. Donc, c'était compliqué, ça a apporté plutôt la jalousie de la part des filles et de la part des garçons les chefs cuisiniers, le chauffeur, ils ont commencé avec le harcèlement. Sexuel. Les chauffeurs, le cuisinier. Les servants? Oui, de la maison. Et moi, je ne voulais pas. Et le chauffeur a caché mon passeport. D'habitude, avec le patron, tous les jeudis, on partait soit à Dubaï, soit au Koweït. Là où il part, on le suit. Et moi, j'étais toujours avec lui. Donc, comme ils ont vu que j'avais les avantages, ils voulaient profiter. J'ai refusé. Il a caché mon passeport. Je ne pouvais plus partir. Profiter de moi. Oui, parce que je voulais comprendre. Oui, profiter de moi. Oui. J'ai refusé et il a caché mon passeport. Je ne pouvais plus bouger. Je suis restée donc à la maison là seule. Les autres partaient, elles venaient tous les jeudis, elles partent, elles viennent me raconter comment elles étaient à Atlantis Hotel et je suis là, je suis perdue, je perds le goût de la vie même. Je suis là toujours en train de nettoyer le sol et tu peux pas refaire ton passeport? Non, tu peux pas. Comment ça? Tu vas aller dans quel bureau? Qui va te recevoir? Tu le vois quand même. Tu ne le vois même pas. Vraiment, les moments où je le voyais, c'est quand il vient, c'est vite. Mais vous aviez bien un responsable dans la maison qui vous gérait pour tous. C'est lui là qui a caché mon passeport. Okay, d'accord. Okay. Donc, oui, j'étais obligée. Il m'a dit, Louisa, comme tu ne peux pas, on ne trouve pas ton passeport, tu vas aller rester avec mon père. Je suis allée rester avec son père. Là-bas, il y avait aussi une Éthiopienne qui m'a aussi bien accueillie. Elle m'a montré comment elle travaillait là-bas.
Et je gardais son père. Son père avait l'Alzheimer, le diabète, il était manchot. Donc, c'était pas facile. Il ne se rappelait même plus de rien. Et moi, avec ma bonne humeur, en tant que Camerounaise, je venais toujours danser pour lui, chanter pour lui. Et il y a des fois des petits épisodes de sa vie revenaient. Il parle, tu vois, parfois il parle comme un monsieur qui a été dans les bureaux. Un autre jour, il cherche sa femme. Et je faisais des petits exercices avec lui de massage pour qu'il n'ait pas des escarres. Et parfois, on allait se balader, oui, les trucs comme ça. Et quand son fils venait, il lui donnait l'argent. En tant que bonne Camerounaise aussi, il fallait que je trouve ma part dedans. Donc je lui disais que, Habibi, give me small massage. Oui. Là-bas, c'est normal d'appeler tout le monde chéri. C'est un terme normal. Donc j'appelais le papa, Habibi, give me small massage. Il dit, Yallah. Je prends seulement, je mets dans ma poche. Truc chez eux. Si tu es ménagère chez X, tu seras ménagère chez A, B, C, D, E. Donc, tu ne peux pas aller dans une autre maison. S'il dit qu'on sort, on part chez ma sœur. Là-bas aussi, tu fais le ménage. Tu vas travailler partout. Il n'y a pas de repos. Ce n'est que ça que tu fais. Donc, quand on t'amène en cellule, un peu, tu te reposes quand même. Je suis allée en cellule, j'ai encore passé un peu de temps avec la maman qui nous accueille bien là-bas. Et après, on m'amène encore dans une autre maison. La maison là, c'est avec, je gardais 2 petites filles. En plus de faire le ménage, on m'a d'abord mis dans une cuisine. C'est là où je dormais. Un jour, avec la douleur, j'ai dit que j'ai porté mon matelas. Je suis allée dans leur chambre, la chambre des filles. Elle est venue me voir le matin là, elle n'a pas parlé. Parce que j'étais déjà, tu es en train de dormir, quelqu'un entre pour prendre le café. Quelqu'un entre pour laver, c'est pas, tu peux pas dormir. Son père a commencé à me faire le chantage, harcèlement aussi. Je n'ai pas supporté. Je ne pouvais, oui, je ne supportais plus. Vraiment, c'était invivable. Le travail était devenu trop lourd sur moi et je ne voulais plus, je n'avais plus le goût de la vie. Mais je n'avais pas envie de me donner la vie. Non, de me donner la mort. Il y avait même une autre voisine qui s'est donné la mort. Parce que c'est insupportable. Vraiment, c'était pas facile. Elle s'est suicidée. Quand tu te suicides comme ça, on t'oublie. Même ta famille ne va pas savoir ce qui s'est passé. Non, non, non. Parce qu'ils ne connaissent même pas ta famille. Et moi, un jour, j'ai fait dans mes valises parce que c'était devenu insupportable pour moi. J'entendais mon cœur battre, le sang couler dans mes veines. J'entendais le son de mon corps. Je dormais et ce qui sonnait, c'est que le bruit, c'était le son de mon corps. Je ne pouvais plus supporter la vie au Liban. J'ai fait mes valises, j'ai mis à la porte là. J'ai dit que je veux partir. Et l'erreur que je faisais, c'est que comme mon patron était très gentil, je lui ai dit que garde mon argent. Je voulais plus envoyer au Cameroun parce que chaque fois que j'ai envoyé, ça ne restait pas. J'ai donc dit qu'il garde mon argent. Il garde mon argent. Quand je vais donc partir, je dis à madame que je veux mon argent. Elle me dit, there is no money, Louisa. It's my money. Je dis, but madame, I worked for it. Il me dit non. Elle me dit non. Elle m'a ramené encore. Les policiers là ont pris les bâtons. Ils m'ont enfoncé ça. Ils m'ont traité. Ils m'ont tapé. Ils m'ont torturé. J'ai supplié. Je saignais. Ils n'ont pas écouté. Que you will not touch my hair anymore. Ils m'ont déchiré. J'étais là, je baignais dans le sang et ça ne lui disait rien. C'est le chauffeur, le mari de la maman qui m'aimait beaucoup en cellule là, qui supplie que pardon, vous allez la tuer. Et puis, ils m'ont ramené au bureau. Argent. Il garde mon argent. Quand je vais donc partir, je dis à madame que je veux mon argent. Elle me dit, there is no money, Louisa.
It's my money. J'ai dit, but madame, I worked for it. Il me dit non. Elle me dit non. Elle m'a ramené encore à la cellule. Et là-bas, le temps que chez elle particulièrement, ils ont acheté un chien. Voilà, c'était mon deuxième ami. Parce que avec le chien, on l'a acheté tout bébé. Et avec le chien, je pouvais parler, je pouvais jouer, je pouvais m'exprimer et je pouvais et puis je pouvais trouver le moyen de m'échapper. Donc je partais souvent balader le chien pour étudier la ville et le quartier. Je sortais, ouais, je dis que je sortais, je regarde où on fait les photos, je fais la photo, je reviens. Parce que je n'avais pas le droit de trop durer dehors aussi. Je regarde où on fait les photocopies. Je fais, je reviens. J'avais volé mon passeport parce qu'elle était un peu négligente. Elle a laissé ça dans le fauteuil arrière de la voiture. Oui, mais le passeport, comment j'avais volé? On donne à la patronne, la nouvelle patronne. Il a caché. Il avait caché. Comment vous avez fait pour retrouver là? Quand on te libère, on te libère avec le passeport, on donne au bureau. Et puis ta nouvelle patronne récupère ton passeport. Lui, quand on a voulu te faire sortir de la maison, il a retrouvé ton passeport. Oui, comme la magie. Donc elle est restée avec mon passeport. Elle gardait mon passeport. Parce qu'il faut qu'elle te fasse les papiers. Donc elle les gardait mal. Moi j'ai récupéré. J'ai pris le temps de chercher. J'ai récupéré mon passeport. Je partais donc faire mes tours en baladant le chien, Mavis. Et c'est comme ça que je fais mes papiers même pour Dubaï. J'appelle le contact de l'avion. Je lui dis que ça ne va pas, moi je veux partir. Il me dit ok, fais tes papiers. J'ai fait mes papiers. Il m'a fait le visa et je devais déjà partir. Donc je me lève le matin. Je dis à madame, je veux, ça suffit pour moi là. Je ne supporte plus. Elle me dit, mais Louisa, I bought you so expensive. Bon, j'étais déjà habituée à la phrase. Je savais déjà que moi je coûte cher. Donc, je peux pas facilement rembourser. Donc, je lui dis, ok. Elle me donne que j'attende 1 semaine, le temps qu'elle achète une autre fille. J'ai dit, ok. 1 semaine passe, rien. 2 semaines, rien. Je dis, mais attends, madame. J'ai dit que je voulais partir retrouver mon grand frère à Dubaï. Elle me dit que Louisa, tu ne peux pas bouger. Attends, j'ai dit attends. J'étais déjà épuisée, je ne pouvais plus. Si je restais encore, je devais mourir. Ça n'allait plus. J'avais oublié même comment on coupe l'oignon. J'avais oublié même mon nom. Parfois, elle m'avait même demandé, est-ce qu'il y a l'oignon dans ton pays? J'ai dit non. Je ne savais plus. Je ne me reconnaissais plus. Quoi? Après, elle vient me dire que donne-moi ton téléphone. C'est verrouillé. Je n'ai pas de problème. Je donne. Après, elle me dit donne-moi le mot de passe. Je dis mais attends, madame. Je peux pas. Je peux pas. Pourquoi? Parce que son mari me disait qu'il veut une femme au Cameroun. Donc moi, j'étais en train de négocier. Oui, si elle voyait les trucs comme ça, elle devait me tuer. Parce que les femmes ont les problèmes avec les filles noires ici, c'est que les maris veulent toujours sortir avec elles. Donc, elle fait facilement le plan de te tuer, de t'assassiner comme ça. Oui, elle peut t'envoyer nettoyer le rooftop. Et puis, tu pars là-bas, on t'agresse, on te finit comme ça. C'est fini pour toi. Parce que tu sors avec son mari. Donc, moi, je lui ai dit, je ne peux pas. Parce que je cherchais ma copine pour son mari. Et parfois, quand on était seul à la maison, il y avait une fille avec qui je travaillais du Kenya. Elle essayait souvent ses habits. On faisait les photos. Puisqu'on n'avait pas le droit de porter les beaux habits. Donc, on essayait souvent ses habits. Et quand on fait les photos, si elle tombait sur ça, très grave. Et j'ai dit, madame, je ne peux pas vous donner mon téléphone. C'est privé, j'ai acheté avec mon argent. Elle dit, non, c'est son argent. C'est comme ça que elle dit, si je ne donne pas, elle va casser ma puce. Je l'ai regardé, j'ai dit, madame, c'est mon téléphone. Elle m'a dit, j'ai dit, si tu ne me donnes pas, je casse ta puce. Et elle casse la puce. Mais j'étais en colère. Parce que, pour moi, c'était pas la puce qu'elle cassait. Elle me séparait de ma mère. Elle me séparait de ceux qui me faisaient rire le soir. Parce que je passais mes nuits à pleurer à la cuisine. J'étais seule. Quand elle me voit pleurer, elle traverse. Elle ne me demande même pas ce qui ne va pas.
Donc, ça, c'est ça elle cassait en fait. Je l'ai pris par les mains. J'ai tapé sur la femme là. Comme une bonne basse. Comme une bonne basse. J'ai même oublié qu'elle n'était pas dans mon pays. Sa sœur est venue, j'ai arraché les cheveux. J'étais fâchée. Et puis on est venu nous séparer. L'erreur. Elle m'a dit d'accord. On nous a séparés et puis je suis allée à la maison, chez sa belle-mère. Je suis assise là. Mon cœur n'est pas tranquille. Je vois elle vient avec la police. Et les bâtons. Les bâtons des arbres. Elle me dit, Louisa, you touched my hair, I will show you. I will teach you a lesson. Que comme tu as touché mes cheveux là, je vais te montrer. Les gars, les policiers là ont pris les bâtons. Ils m'ont enfoncé ça. Ils m'ont traité. Ils m'ont tapé. Ils m'ont torturé. J'ai supplié. Je saignais. Ils n'ont pas écouté. Que you will not touch my hair anymore. Ils m'ont déchiré. J'étais là, je baignais dans le sang et ça ne lui disait rien. C'est le chauffeur, le mari de la maman qui m'aimait beaucoup en cellule là, qui supplie que pardon, vous allez la tuer. Et puis, ils m'ont ramené au bureau. Le monsieur là m'a regardé. Quel monsieur? Le patron de l'agence. Il m'a regardé. Il a dit qu'on m'amène au bureau, en cellule. Là, c'était maintenant la cellule de l'immeuble. Ils m'ont plus ramené dans l'autre cellule. Dans le sang. Je n'ai même pas eu droit aux soins. J'étais dans le sang. Comme ça, avec les larmes. J'avais tellement pleuré que je ne savais même plus, ce n'est même plus la larme qui sortait. C'est mon âme qui était en train de sortir. J'étais épuisée. J'étais fatiguée. Je suis seulement allée me coucher comme ça. J'ai fait 3 jours couchée là. Sans manger, sans boire, sans parler. J'ai vu d'autres filles là. Je connaissais déjà leurs problèmes. Ça ne m'intéressait pas. J'étais couchée là comme ça là. Dans mon sang. Mais non. Pourquoi? Je peux pas t'expliquer. Pour elle, c'est comme si elle se vengeait. Je ne sais pas. On s'est vraiment mal séparés. Donc, je me suis levée 3 jours après, en priant toujours. Je disais à Dieu que je ne sais pas là où tu es, mais là où je suis, si là, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu sois là. Je me suis levée, comme j'étais peut-être au 17e. J'ai regardé par la fenêtre, petite lumière là, pour histoire de récupérer un peu. J'ai vu une autre fille en face qui travaillait, très dévouée. Et je me demandais pourquoi est-ce que elle est autant dévouée à faire ce travail et moi pas. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à gérer ça comme elle? Je ne concevais pas que je sois une esclave parce que je sortais de la liberté. Donc je suis restée là, j'ai essayé de me laver, enlever les peaux de mon corps et ça n'a pas fait quelques heures, on m'a encore appelé que j'aille travailler dans une autre maison malgré cet état. Et je n'ai pas voulu discuter. Je n'ai pas voulu discuter. Je suis entrée dans la voiture. La femme là était toute couverte. Les yeux seulement se voyaient. Donc j'arrivais pas à voir qui c'est. Mais j'avais trop l'impression que c'est mon ancienne patronne. C'est celle avec qui oui. J'avais trop ce sentiment là, mais je ne pouvais pas, et elle ne parlait pas. Donc, on a roulé 1 heure de temps. Ça m'inquiétait, mais je pouvais pas parler. J'étais même pas bien. Dès qu'on entre dans la maison, à peine on entre, elle m'amène dans le placard. La chance, le placard est plus grand. J'entre dans le placard et normalement, on te présente à la maison, on te présente aux personnes de la maison, mais moi, rien. Je suis inquiète, mais je ne me pose pas de questions. J'ai dormi, ils m'ont laissé dormir. Et puis, le matin, elle vient, elle pousse un plat, elle ouvre petit comme ça là, comme si j'étais en prison.
Elle pousse le plat de pain avec le lapné. Le lapné, c'est le fromage libanais. J'ai mangé, j'avais faim. J'avais pas mangé depuis, j'ai mangé. Et puis, dans la journée, un papa entre dans mon placard. C'était vraiment un placard, c'était une chambre. C'était un placard, oui, c'était un placard. Là, ils aménagent ça de manière à ce que tu peux te coucher là-dedans aussi. Et il entre, il me regarde. Il enlève le pantalon. Il me dit enlève le pantalon. Je le regarde. Je veux m'échapper. On parle d'un papa libanais. Un papa libanais de la cinquantaine. Je veux m'échapper. Je suis dans les 4 murs. Je peux pas. La fenêtre est là, fermée. Et je n'ai pas la force. Et il me viole. Je pleure. Parce que il me viole dans la douleur d'abord. Je recommence à saigner. Et ça ne lui dit rien. Il finit, crache sur moi. Et il finit, s'habille, il part. Attends, pendant l'acte, il est protégé ou pas? Non, pas du tout. Ok. Il sort. Un autre entre. Le même jour. Le même jour. Presque la même heure. Un autre entre. Il fait la même chose. Il me viole. Il finit, il part. Et là, en fait, tu te laisses aller parce que j'ai fatigué. Je suis fatiguée et puis je peux pas. Non seulement je veux pas me suicider parce que j'étais en contact vraiment avec Dieu. Et j'avais toujours un petit truc là qui me disait que tu vas t'en sortir. Même comme ça allait de mal en pire, mais je disais toujours que ça va aller. Il me viole. Le troisième entre, un jeune, il me viole. Le même jour. Le même jour, la même heure, ça n'a pas duré. Et je suis là, je pleure, je tape à la porte, pardon. Je supplie la femme là que tu es une femme comme moi, pardon. C'est pas facile, pardon. Et elle ne répond pas. Elle me laisse là. Le lendemain, c'est la même chose. C'est son nom, quoi. Et on a envoyé le chien sur moi pour que le chien me viole aussi. Mais là, je n'ai pas voulu laisser. Je me suis débattue. J'ai craché sur son visage. Je n'avais plus rien à perdre de toute façon. Le jour qu'elle est venue ouvrir la porte, elle est venue ouvrir la porte, je l'ai bousculée. J'ai essayé de m'enfuir, mais j'avais pas l'énergie. Et elle m'a repris, elle m'a renvoyé dans le placard. Et le soir, on m'a bien puni. C'est-à-dire que le papa là est venu me gronder. Il est venu me gronder. Il est venu même avec le chien. Il m'a forcé. Il a envoyé le chien sur moi. Son fils, je sais pas si c'était son fils, ils sont venus les trois en même temps. J'étais en train de me débattre avec le chien. Je me débattais. Non, je sais pas, je ne comprends pas. Les trois sont venus faire quoi? Me violer. C'était ça ma punition, de vouloir fuir. En me grondant, on me tapait. Et on a envoyé le chien sur moi pour que le chien me viole aussi. Mais là, je n'ai pas voulu laisser. Je me suis débattue. J'ai craché sur son visage. Je n'avais plus rien à perdre de toute façon. J'avais pas de téléphone, je n'avais rien. Donc moi, je m'en foutais même. Et ils m'ont laissé là. Ah, mon Dieu. Ils m'ont laissé là comme ça. Je me suis pas lavée pendant peut-être 1 semaine. Je n'avais pas la force. Je savais même pas comment me regarder dans le miroir. Parce que, mais c'était dur. C'est ma première fois de dire ça comme ça. C'est ma 2e fois. Mais là, je le dis et... j'ai décidé d'aller me laver.
et de me regarder en face parce que je n'arrivais pas. Je suis allée me regarder. Bizarrement, j'ai souri. J'ai ri même. Que yes, Tonya, tu es forte. Et moi, je me voyais toujours devant une salle. C'était comme une vision que je suis en train de parler aux gens. J'ai dit, je vais pas mourir. Je suis encore allée vers la fenêtre. J'ai encore vu une fille qui était dévouée à faire ce genre de travail, à subir ce que je sais qu'elle subit, mais à laisser accepter ça. Alors que moi, je viens de la liberté, je sors de la liberté, je ne concevais pas ça. Et puis, j'ai finalement accepté mon destin, qu'ils vont toujours passer, me violer. Ça a duré 1 mois et demi. Et je me réveille seulement à l'hôpital. À l'hôpital. À l'hôpital. Bref, ils voulaient être sûrs que je suis pas morte. On m'a renvoyée en cellule. J'ai fait encore peut-être 2 semaines là-bas. J'ai fait 2 semaines là-bas sans manger, sans boire de l'eau. Et il fallait que je sorte de là. Le suicide n'était pas une option. Fuir, tu ne peux pas fuir, c'est toujours fermé. Et il y avait un Bangladesh là qui a adopté leur culture totalement. Donc, elle est plus la sécurité que eux-mêmes. Parce que pour s'en sortir, vraiment, il fallait soit porter leur tenue complètement ou pas. Donc, elle avait déjà adopté leur façon de faire, leur culture et je ne pouvais pas fuir. Il fallait que j'invente une histoire. Comme je savais qu'ils n'acceptaient pas les personnes invalides, j'ai commencé à pleurer ma poitrine. J'ai dit que j'ai mal à la poitrine. La nuit, j'ai commencé à pleurer que ma poitrine. Donc, elle était obligée d'appeler que, pardon, il faut pas qu'elle vienne mourir ici, là. On m'a amené à l'hôpital, le médecin dit que je n'ai rien. Je l'ai regardé, j'ai dit que ma mère me donne toujours un remède noir, là, au village. Même Samuel Eto'o mange souvent ça. C'est ça que nous, on prend quand on a mal à la poitrine. Donc, il faut absolument, quand j'ai dit même Samuel Eto'o mange souvent ça, ils ont dit, ok, madame, ils vont me laisser partir. C'est comme ça qu'on me ramène au bureau. On me ramène chez ma patronne avec qui je me suis séparée. Elle donne mon passeport et c'est comme ça qu'on me renvoie au Cameroun. Et je rentre, je crois que ça va. Comme je suis rentrée au Cameroun, ça va, je suis libre. Pourtant, c'est même là où ma prison commençait. Parce que j'avais toujours l'impression que je peux pas marcher librement, que je dois être enfermée. Je restais debout à la maison. Il fallait que je fasse toujours, il fallait toujours que je travaille. J'étais toujours obligée d'être en train de faire quelque chose pour ne pas être réprimandée. Tu vois un peu le genre, j'étais traumatisée. Et puis je découvre que j'ai les pertes blanches. Vraiment énormes. Je suis allée à l'hôpital, je me doutais bien que je sois enceinte. Et j'ai dit au médecin là que je sais que l'avortement n'est pas permis, mais ça là, je ne garde pas ça. Si c'est pas toi qui enlèves ça, moi je vais enlever, quitte à ce que je meure. Là, je dis à personne. Et il me regarde, il me demande que c'est quoi. Je n'ai pas eu le courage de lui raconter. Je n'avais pas trouvé parce que je me suis remise en question. J'avais demandé pardon à Dieu plusieurs fois. Mais les choses ne faisaient que s'empirer. Donc j'avais l'impression qu'il ne m'a pas pardonné. Mais au fond de moi, je disais que si tu aimes inconditionnellement, ça veut dire que toi tu m'as pardonné. Si je suis au Cameroun, ça veut dire que ça va aller. Donc, j'ai dit au médecin là que je vais seulement enlever ça, même si je pars mourir sur une autre table. Je n'ai pas de problème. Il m'a demandé pourquoi et j'ai menti que le père de l'enfant m'a mal parlé. Et il a dit ok, il m'a aidé. Je me suis débarrassée de ça. Et c'est pas fini là. J'ai continué à avoir les douleurs, les pertes. Et à l'époque, comme je voulais faire médecine, j'ai continué je me suis dit qu'il y avait un problème. Je suis allée faire les examens et le médecin m'a conseillé de faire le frottis. Et là, je découvre que
j'ai le cancer du col. En phase, je crois que c'était encore au début. Je devais commencer même à expliquer comment à ma mère. Donc dans ma tête, je trouvais pas la solution. Je me suis renfermée encore sur moi-même pour travailler mon état. J'écrivais mes prières. Jusqu'à présent, je les ai. J'écrivais mes prières. Je disais à Dieu que la maladie, c'est là. Ce n'est pas moi. Je ne veux pas ça. Je priais sur mon eau, parce que déjà depuis le Liban, je priais sur l'huile d'olive. Je priais sur mon eau, je me lavais avec, je buvais et je parlais à l'eau là, que tu vas seulement me guérir. Je n'ai pas l'argent parce que j'ai tout perdu. En venant, je suis rentrée là avec les babouches de maison, des tapis là. Et je priais avec l'eau là. Je parlais à l'eau là. Je disais que moi, je ne peux pas souffrir. Je suis déjà ici là. J'ai le droit de réussir. J'ai le droit à la santé. C'est comme ça que je prenais le temps. Je partais même à l'époque, on parlait d'un Simalène. Il y avait une petite rivière là qu'on disait que c'est la rivière où c'est de 5 kilos. Je me rappelle plus trop. J'allais là-bas, je prenais l'eau, je buvais. C'est moi celle qui savait ce que je faisais. Je me lavais, je parlais, je faisais les neuvaines, je priais jusqu'à ce que je parte encore faire les examens. La femme là me dit, je dis que pardon maman, toi-même lis le résultat, je ne veux pas savoir. Elle me dit ça va, mais tu as fait comment? Qui t'a soigné? Tu es allé où? Il faut me dire là où tu as pris. C'était le remède traditionnel. Je laisse me regarder comme ça là, épuisée. Je ne savais même pas comment commencer. Je suis partie. Mais c'était une partie. Maintenant, il fallait affronter la société. Il fallait. Et puis, je découvre que j'ai les pertes blanches. Vraiment énormes. Je suis allée à l'hôpital. Je me doutais bien que je sois enceinte. Et j'ai dit au médecin là que je sais que l'avortement n'est pas permis, mais ça là, je ne garde pas ça. Si c'est pas toi qui enlèves ça, moi je vais enlever, quitte à ce que je meure. Là, je dis à personne. Bref, il voulait être sûr que je suis pas morte. On m'a renvoyée en cellule. J'ai fait encore peut-être 2 semaines là-bas. J'ai fait 2 semaines là-bas sans manger, sans boire de l'eau. Et il fallait que je sorte de là. Le suicide n'était pas une option. Fuir, tu ne peux pas fuir, c'est toujours fermé. Et il y avait un Bangladesh là qui a adopté leur culture totalement. Donc, elle est plus la sécurité que eux-mêmes. Parce que pour s'en sortir, vraiment, il fallait soit porter leur tenue complètement ou pas. Donc, elle avait déjà adopté leur façon de faire, leur culture et je ne pouvais pas fuir. Il fallait que j'invente une histoire. Comme je savais qu'ils n'acceptaient pas les personnes invalides, j'ai commencé à pleurer ma poitrine. J'ai dit que j'ai mal à la poitrine. La nuit, j'ai commencé à pleurer que ma poitrine. Donc, elle était obligée d'appeler que, pardon, il faut pas qu'elle vienne mourir ici, là. On m'a amené à l'hôpital, le médecin dit que je n'ai rien. Je l'ai regardé, j'ai dit que ma mère me donne toujours un remède noir, là, au village. Même Samuel Eto'o mange souvent ça. C'est ça que nous on prend quand on a mal à la poitrine. Donc il faut absolument. Quand j'ai dit même Samuel Eto'o mange souvent ça, ils ont dit ok madame, ils vont me laisser partir. C'est comme ça qu'on me ramène au bureau. On me ramène chez ma patronne avec qui je me suis séparée. Elle donne mon passeport et c'est comme ça qu'on me renvoie au Cameroun. Et je rentre, je crois que ça va. Comme je suis rentrée au Cameroun, ça va, je suis libre. Pourtant, c'est même là où ma prison commençait. Parce que j'avais toujours l'impression que je peux pas marcher librement. Que je dois être enfermée. Je restais debout à la maison. Il fallait que je fasse toujours, il fallait toujours que je travaille. J'étais toujours obligée d'être en train de faire quelque chose pour ne pas être réprimandée. Tu vois un peu le genre, j'étais traumatisée. Et puis je découvre que j'ai les pertes blanches. Vraiment énormes. Je suis allée à l'hôpital, je me doutais bien que je sois enceinte. Et je dis au médecin là que je sais que l'avortement n'est pas permis, mais ça là, je ne garde pas ça. Si c'est pas toi qui enlèves ça, moi je vais enlever, quitte à ce que je meure. Là, je dis à personne. Et
Il me regarde, il me demande que c'est quoi. Je n'ai pas eu le courage de lui raconter. Je n'avais pas trouvé, parce que je me suis remise en question. J'avais demandé pardon à Dieu plusieurs fois, mais les choses ne faisaient que s'empirer, donc j'avais l'impression qu'il ne m'a pas pardonné. Mais au fond de moi, je disais que si tu aimes inconditionnellement, ça veut dire que toi tu m'as pardonné. Si je suis au Cameroun, ça veut dire que ça va aller. Donc, j'ai dit au médecin là que je vais seulement enlever ça, même si je pars mourir sur une autre table. Je n'ai pas de problème. Il m'a demandé pourquoi et j'ai menti que le père de l'enfant m'a mal parlé. Et il a dit ok, il m'a aidé. Je me suis débarrassée de ça. Et c'est pas fini là. J'ai continué à avoir les douleurs, les pertes. Et à l'époque, comme je voulais faire médecine, j'ai continué je me suis dit qu'il y avait un problème. Je suis allée faire les examens et le médecin m'a conseillé de faire le frottis. Et là, je découvre que j'ai le cancer du col. En phase, je crois que c'était encore au début. Je devais commencer même à expliquer comment à ma mère. Donc dans ma tête, je trouvais pas la solution. Je me suis renfermée encore sur moi-même pour travailler mon état. J'écrivais mes prières. Jusqu'à présent, je les ai. J'écrivais mes prières. Je disais à Dieu que la maladie, c'est là. Ce n'est pas moi. Je ne veux pas ça. Je priais sur mon eau, parce que déjà depuis le Liban, je priais sur l'huile d'olive. Je priais sur mon eau, je me lavais avec, je buvais et je parlais à l'eau là, que tu vas seulement me guérir. Je n'ai pas l'argent parce que j'ai tout perdu. En venant, je suis rentrée là avec les babouches de maison, des tapis là. Et je priais avec l'eau là. Je parlais à l'eau là. Je disais que moi, je ne peux pas souffrir. Je suis déjà ici là. J'ai le droit de réussir. J'ai le droit à la santé. C'est comme ça que je prenais le temps. Je partais même à l'époque, on parlait de Simalène. Il y avait une petite rivière là qu'on disait que c'est la rivière où c'est de 5 kilos. Je me rappelle plus trop. J'allais là-bas, je prenais l'eau, je buvais. C'est moi qui savais ce que je faisais. Je me lavais, je parlais, je faisais les neuvaines, je priais jusqu'à ce que je parte encore faire les examens. La femme là me dit, je dis que pardon maman, toi-même lis le résultat, je ne veux pas savoir. Elle me dit ça va, mais tu as fait comment? Qui t'a soigné? Tu es allé où? Il faut me dire là où tu as pris. C'était le remède traditionnel. Je laisse me regarder comme ça là, épuisée. Je ne savais même pas comment commencer. Je suis partie. Mais c'était une partie. Maintenant, il fallait affronter la société. Il fallait